Bienvenue aux derniers arrivants. Vous allez vous connecter de toute façon petit à petit, mais je vais vous présenter dans un premier temps Vano Gestion Privée, le groupe Lège et le sujet du jour. Investissez en fait comme les grandes fortunes grâce au private equity. Donc le private equity aujourd'hui, c'est un terme que la plupart d'entre vous connaissent ou du moins ont déjà entendu, mais très peu savent exactement de quoi il s'agit, quels sont un peu tous les tenants et les aboutissants de cette typologie d'investissement. Donc ce sera vraiment l'occasion de pouvoir rentrer au cœur du sujet si vous avez la moindre question, vous n'hésiterez surtout pas. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous avez un onglet QR et un autre onglet. En fait, vous pouvez vous poser vos questions soit en mode privé, soit en mode public. Donc n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas également à donner des informations sur votre situation en privé, par exemple, si vous souhaitez vraiment qu'on aille bah, sur votre situation, mais de manière très précise. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter donc Vincent Coumans, conseiller financier chez Vano Gestion Privée avec qui je travaille. Et on aura également Baptiste Andrieux qui est responsable des partenariats chez Opal Capital. Donc tous les deux se présenteront très brièvement tout à l'heure. Et du coup, ce sera vraiment les deux participants lors de ce webinaire. Donc, avant toute chose, je vous présente le groupe Lège. Je suis désolé pour les personnes qui assistent souvent à nos webinaires et qui ont déjà entendu tout ce petit laïus, mais du coup, je redonne le contexte pour les nouveaux arrivants. Donc, le groupe Lège, aujourd'hui, en fait, c'est plus d'une vingtaine de sociétés qui s'arc-boutent toutes autour d'un sujet au cœur, donc c'est l'immobilier. Et donc, on peut voir qu'on a une société d'investissement, d'ailleurs, dans du private equity dit immobilier, on a également une foncière, on a une société de gestion locative, on a également une société de courtage. Et autour de tout ça, nous, enfin, avec toutes ces sociétés qui gravitent, nous, on est Vano Gestion Privée. Et donc, Vano Gestion Privée, c'est quoi? C'est un cabinet indépendant. Ce cabinet indépendant, on est là pour vous apporter des conseils vraiment sur mesure. On a un suivi qui est extrêmement personnalisé. On peut vous donner des reportings très fréquemment, contrairement justement à une banque. On y reviendra tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'est qu'on peut vous conseiller, vous, peut-être patrimoine fiscaux français, mais également, on peut également s'adresser à une clientèle étrangère. Donc, quelle que soit votre résidence fiscale, n'hésitez pas à nous solliciter, on pourra éventuellement vous trouver des solutions. Donc, je vais vous faire un point marché qui va être assez bref. Donc aujourd'hui, nous, on connaît quand même des tensions au niveau géopolitique assez fortes. Donc, vous êtes tous au courant au niveau de l'Israël, avec Gaza plus récemment, avec l'Iran. On a eu également des tensions avec l'Ukraine. Et d'ailleurs, pour la suite, c'est vraiment ce point de départ qui a amené un sujet phare avec l'Ukraine, c'est vraiment une préoccupation première, l'inflation. Et justement, la gestion de cette inflation, elle était au cœur de beaucoup de politiques, à la fois gouvernementales, monétaires. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir maîtriser une inflation. Donc, c'était chose faite, ça a été chose faite en Europe. Donc, on est descendu en dessous des 2%, mais ça a également été fait, par exemple, aux États-Unis. L'inflation était également maîtrisée. Là, aujourd'hui, le vrai point noir, pour bien comprendre les choses, ça va être la croissance. Donc, la croissance du PIB qui est en baisse. Donc, elle est en effet en dessous des prévisions, à la fois en Europe, mais également aux États-Unis. Et donc, du fait qu'on ait une croissance baissière, donc là, les banques centrales, eux, leur rôle, ça va être de baisser en fait les taux. Et donc, il y a eu une première baisse, donc ça a été acté, ça en Europe, donc une baisse au niveau des taux, mais pas encore aux États-Unis. Donc après, on verra comment vont se dérouler les choses. Mais moi, ce que je voulais vous expliquer, c'est vraiment avec tout ce contexte, comment on peut vous présenter et vous proposer des solutions d'investissement qui vont être pérennes dans le temps. Donc, je vais laisser Vincent Coumans commencer à nous parler du private equity et notamment de comment investir comme les grandes fortunes. Merci Antoine pour ce point marché et cette présentation. Bonjour à tous, moi je suis Vincent Coumans, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis conseiller en gestion de patrimoine
Et lors des nombreux bilans patrimoniaux que j'effectue, une question qui revient souvent, c'est comment font les grandes fortunes? Les personnes ont, l'impression que les grandes fortunes ont des rendements beaucoup plus importants et me disent: «J'aimerais investir comme les grandes fortunes». Donc c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui et la base de travail, la première base de travail a été de regarder comment est composé le patrimoine des grandes fortunes justement. Et quand on regarde le patrimoine des grandes fortunes, on constate, qu'il y a 20 de leur patrimoine qui est investi en private equity. Donc la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces investissements en private equity est réservé aux grandes fortunes? Alors avant, c'était le cas puisque les tickets d'entrée pour investir en private equity étaient de plusieurs millions d'euros. Maintenant, ça fait quelques années que ce type d'investissement s'est fortement démocratisé et donc les particuliers y ont accès, que ce soit en contrat d'assurance vie ou en direct et donc peuvent investir sur cette classe d'actifs. Donc l'objectif d'aujourd'hui va être de bien comprendre comment investir en private equity, quelles sont également les conséquences d'investissement au sein du private equity, parce qu'évidemment, il y a des conséquences quand on réalise quelconque investissement, et par quel biais on peut y investir. Alors, le private equity fait partie de ce qu'on appelle le marché du non-coté. Donc, le marché du no-coté, on va le mettre en opposition du marché du coté. Donc, le marché coté, ce sont toutes les sociétés qui vont être cotées en bourse. Le marché du non-coté, on n'est pas coté en bourse. Donc, on va parler de sociétés qui vont être connues, comme des sociétés comme Picard, par exemple. Et c'est un marché qui est composé de plus de 10 trilliards de dollars. Donc, c'est un marché qui est extrêmement important. Ce marché est composé de trois grandes familles. On va voir d'une part le private equity, c'est le sujet d'aujourd'hui. Le private equity correspond à la participation au capital de société. Donc une société a besoin par exemple de fonds et une autre société, un fonds d'investissement ou un institutionnel va décider d'investir dans cette société et va bénéficier du capital de cette société. Ensuite, on va avoir de la dette privée. Ici, on ne participe pas au capital de la société, mais on leur prête de l'argent. Donc, c'est une société qui a besoin de fonds. Elle a déjà été voir sa banque traditionnelle. Elle a déjà eu un emprunt auprès de la banque traditionnelle et elle va faire appel au marché privé pour avoir un emprunt supplémentaire. Ensuite, la troisième grande famille va concerner l'immobilier, puisqu'on va avoir des projets principalement de création de valeur via des clubs deals, et c'est la dernière catégorie du private equity immobilier. Alors la question, c'est comment on va investir sur le private equity. Donc, je rappelle que le private equity va vous permettre d'accompagner des sociétés non cotées, soit à se développer, soit à pérenniser leur activité. En fait, il y a trois stades dans le cycle d'une société. On va avoir le démarrage, ce qu'on appelle le capital risque ou en anglais le venture capital. C'est au moment où la société commence à se développer. Elle décide d'investir dans, par exemple, une technologie. Cette partie-là, elle est connue en France depuis une vingtaine d'années, puisque investir dans du capital risque vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt et donc d'un avantage fiscal donc via des fonds d'investissement de proximité, par exemple. Donc là, c'est la manière qu'ont eu les Français de découvrir le private equity. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à ce segment qui est véritablement le démarrage du private equity. On va plutôt s'intéresser à des stades un peu plus matures. On va démarrer un petit peu plus loin dans la création de la société. Donc, on va plutôt parler de capital développement. Donc, la société s'est déjà développée, elle est déjà mature et rentable, mais elle cherche à se développer encore plus. Donc, elle a besoin de capitaux. Donc, il s'agit du capital développement. Enfin, on va également parler de capital transmission. Là, on est encore plus loin dans le cycle et la société va avoir besoin de capital au moment de la cession ou juste avant une intronisation en bourse, par exemple. Donc,
on a plus de visibilité sur la société dans laquelle on investit, puisqu'on est plus loin dans le cycle de développement de cette société. Alors, comment précisément le particulier, vous en tant que particulier, vous allez pouvoir investir sur le private equity? Donc déjà, en termes de montant, maintenant au sein d'un contrat d'assurance vie ou un plan épargne retraite, vous avez la possibilité d'investir à partir de 5 000 € au sein de solutions de private equity. Donc ça, c'est la première chose. Donc vous pouvez investir au sein de votre contrat d'assurance vie via un versement complémentaire sur ce type de solution et donc créer apporter une diversification supplémentaire à votre investissement. Ensuite, vous pouvez également investir à partir de 100 000 €, soit en direct ou soit via un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Quand vous investissez à partir de 100 000 €, vous investissez dans des fonds qu'on qualifie de professionnels. Et donc, dans ces fonds, vous allez vraiment investir comme le font les institutionnels et les grands fonds d'investissement. Vous investissez donc pas en une fois, mais sous forme d'appels de fonds comme le font les institutionnels. Car au sein du private equity, vous, comme les grandes fortunes, n'investissez pas une seule fois 100 000 €. Si vous décidez d'investir 100 000 €, vous allez avoir par exemple des appels de fonds pendant 5 ans autour de 20 000 € tous les ans. Donc les investissements se font donc sous forme d'appels de fonds qui se font successivement pendant une période allant de 3 à 5 ans. Donc ça, c'est intéressant en termes de gestion de votre trésorerie et en termes aussi de maximiser le taux de rentabilité de l'investissement. Donc grâce, soit via l'assurance vie, soit via un contrat luxembourgeois, soit en direct, on va vous créer, vous apporter une poche de diversification supplémentaire à l'allocation, une allocation, une poche sur le non coté, et ça va vous permettre de bénéficier de rendements qui vont être plus attractifs. Sur les différents appels de fonds, Vincent, tu peux peut-être expliquer en fait qu'on commence à percevoir des rendements avant tous les appels de fonds. Parce que Oui, alors je sais pas si c'était exactement. clair cette partie-là. Si jamais, par exemple, on investit dans des sociétés qui sont déjà matures, il se peut qu'au cours des 5 premières années, pendant le moment où se font ces appels de fonds, qu'il y ait déjà des remboursements et des gains en capitaux qui ont été effectués. Et donc, ces gains en capitaux vont financer les futurs appels de fonds. Et donc, en termes de flux de trésorerie, il se peut qu'il n'y ait pas véritablement 100 000 € qui sortent de votre compte bancaire, mais un montant qui va être moins important. On y reviendra plus tard avec la société de gestion Opal et le fonds qu'on va vous présenter, qui a un fonctionnement particulier et on va vous expliquer quels sont les flux de trésorerie liés à cette gestion également. Ça va être plus clair l'exemple va vous apporter plus de clarté. Alors, quels sont les objectifs qu'on va investir en private equity? Il y a plusieurs objectifs. Tout d'abord, il faut bien se rappeler que le private equity, on a un horizon de placement qui est sur le long terme. On est sur un horizon de placement entre 8 et 10 ans. Donc, c'est un horizon de placement long terme. Et à différence du marché du côté, on ne va pas avoir des valeurs liquidatives, donc une valorisation de l'actif qui va être quotidienne. Ce sont plutôt des valeurs qui vont être des valorisations qui vont être semestrielles. Donc, ça vous permet de bénéficier d'un avantage par rapport au côté, c'est d'éliminer tout ce qui concerne les biais cognitifs. Donc c'est vrai que quand il y a une période incertaine, et c'est pour ça qu'on recommande plus le private equity en cette période, quand il y a une période incertaine, ce qu'on constate, c'est souvent des clients qui ont qui veulent effectuer des arbitrages en sortie de fonds cotés, qui ont peur des baisses. Ici, les fonds, étant donné qu'ils sont bloqués pendant une certaine période, vous n'avez pas cette possibilité-là. Donc, il n'y a pas cette tentation d'arbitrage à des mauvais moments. Donc, le non-coté va, va être vraiment une poche de diversification par rapport à l'univers du côté. Donc, ça va vous permettre d'avoir un rendement plus attractif et plus il y a de diversification, moins il y a de prise de risque. Ensuite, on a un potentiel rendement quand même assez important. J'ai noté plus de 10% par an. Alors, c'est évidemment un rendement qui n'est pas garanti. Mais au sein de l'exemple, vous allez voir que même les objectifs peuvent être supérieurs. Et au niveau des objectifs, évidemment,
c'est idéal, par exemple, pour préparer sa retraite, pour créer un patrimoine supplémentaire. Évidemment, au sein du bilan patrimonial, on va analyser quel est l'horizon de placement, parce que c'est ça qui va déterminer si on a la possibilité d'investir en private equity ou non. Donc, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas de liquidité et que l'investissement est sur le long terme. Merci Vincent. J'ai déjà une première question. Donc, la question est, si on a une assise patrimoniale immobilière suffisante, donc une fois que ça c'est déjà, d'après ce que je comprends, d'après que ça c'est déjà fait, est-ce qu'on est obligé d'investir dans les actions cotées ou on peut passer directement au non coté? Il n'y a pas de, il y a pas d'opposition entre le côté et le non-côté. C'est-à-dire que on peut à la fois investir sur le marché du côté et du non-côté. Le côté va apporter un peu plus de liquidité que le marché du non-côté, mais c'est une allocation de côté et de non-côté que je vais conseiller quand on a déjà une assise et un patrimoine immobilier important. Merci Vincent. Alors, je me permets de rappeler à tous que vous avez vraiment la possibilité de poser toutes vos questions. C'est le moment, n'hésitez surtout pas. Là, je vais laisser la parole à Baptiste, Baptiste Andrieux, qui va pouvoir, bah, tu peux nous présenter, Baptiste, ton support. Essaie de le partager si tu peux, et on va te confirmer qu'on voit bien ça à l'écran. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Vincent de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Et merci beaucoup à tous pour votre participation à ce webinaire. Je vais vous parler, moi, rapidement d'Opal Capital, société qui est active, justement, qui est active sur le segment du non-coté. Je vais vous présenter rapidement la société. Ensuite, on fera un focus sur le fonds de secondaire. Et puis, je vais essayer aussi de vous démontrer ce pourquoi on a été sélectionné et je les remercie encore par Vano Gestion Privée, ce pourquoi ils nous font confiance et ce pourquoi on est légitime justement pour intervenir sur ce segment. Est-ce que vous voyez la présentation qui s'affiche? Oui, par contre, c'est pas en plein écran, si tu peux simple. Normalement, je l'ai mis, ça doit prendre un petit peu de Ouais, temps. c'est bon, c'est bon. C'est bon? Parfait, impeccable. Donc nous, Opal Capital, déjà, il faut savoir qu'on est filiale à 100% détenue par Tikeo Capital. Et Tikeo Capital, c'est une société de gestion française qui est aujourd'hui une des plus importantes actives sur le segment du non-coté en Europe, avec, vous le voyez ici, quasiment 50 milliards d'actifs sous gestion, enfin quasiment 800 salariés et une présence dans 17 pays dans le monde. L'avantage de Tikeo Capital, c'est qu'ils sont présents sur l'ensemble des segments du non-coté. Vincent vous le disait tout à l'heure, il existe des centaines de stratégies en fait en non-coté. Tikeo est une plateforme donc présente sur les actifs réels. C'est notamment l'immobilier dont parlait Vincent tout à l'heure, la dette privée et le private equity, avec en plus une petite partie de côté. Euh, Nous, on est filiale de ce groupe-là, et notre mission, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous donner accès à des fonds qui, jusqu'ici, étaient réservés à des investisseurs institutionnels. Pourquoi? Parce que minimum d'entrée, investisseurs institutionnels ou grande fortune, comme le disait Vincent, parce que minimum d'entrée de 5 millions, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 50 millions, voire même 100 millions pour certains fonds que l'on propose sur notre plateforme. Et D'ailleurs, la Baptiste, manière dont... Ouais. Baptiste, si je peux me permettre simplement, si tu peux définir institutionnel, je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Un investisseur institutionnel, en fait, la plupart du temps, c'est un fonds de pension anglo-saxon. Donc, c'est parmi les plus gros investisseurs de la planète. Donc, ça va être un fonds de pension, ça va être un fonds souverain, ça va être un assureur, un réassureur, une mutuelle. Et donc, en fait, ce sont les principaux investisseurs en termes de volume de la planète. Et ce sont, in fine aussi, les principaux investisseurs des fonds de private equity. Parce que justement, ils ont les moyens d'investir une ligne sur un fonds, 10 millions, 15 millions, 20 millions, etc. Donc la plupart du temps, quand je dis investisseur institutionnel, pensez fonds de pension anglo-saxon. Prenons l'exemple du fonds de pension du Missouri, par exemple. Euh, je le disais, nous, on veut vous servir de boussole dans ce vaste monde du non-coté. Et la manière dont on va vous aiguiller, c'est que déjà, on va commencer par identifier les stratégies de non-coté qui nous paraissent pertinentes. Parce que aujourd'hui, si je suis à votre place, si je suis un client privé et que je souhaite m'exposer à la classe d'actifs,
Comment est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Déjà, sur quelle stratégie je vais? Est-ce que je vais faire du private equity, de la dette privée, des actifs réels? Et ensuite, quel fonds je vais sélectionner? Une fois que j'ai identifié la stratégie, sur quel fonds je vais me positionner? Nous, en fait, on veut justement vous faciliter tout ce travail. Pour déjà vous orienter vers des stratégies que l'on considère comme étant pertinentes au vu de la conjoncture macroéconomique. Et c'est notamment le cas de la stratégie de secondaire dont on va parler aujourd'hui, qui est une stratégie de private equity. Et une fois qu'on a identifié une stratégie, donc par exemple la stratégie de secondaire, vous êtes d'accord avec moi qu'il existe des centaines de fonds par stratégie. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le fonds Opale secondaire, à l'intérieur duquel on va sélectionner ce qu'on considère comme être les 3 à 5 meilleurs fonds au niveau international. Et cette sélection, en fait, on va pouvoir l'effectuer, on est pertinent pour l'effectuer, parce qu'on peut se servir, si vous voulez, de l'expertise de Tikeo, qui, je vous le rappelle, est présent sur l'ensemble des segments du non-coté. Donc nous, la manière dont on veut se différencier, c'est vraiment ça. C'est 1 sur la sélection, 2 sur l'accès, parce que je parle de la sélection, mais une fois qu'on a sélectionné un fonds, après, encore faut-il y avoir accès. Les fonds dont on parlait tout à l'heure, qui étaient jusqu'ici réservés à une clientèle ultra fortunée ou à des investisseurs institutionnels, ils n'ont pas tous intérêt à s'ouvrir à une clientèle privée. Et c'est là où il faut, et encore une fois c'est notre travail, aller avoir des accès justement on va dire aux fonds qui n'ont finalement pas besoin de s'ouvrir à une clientèle privée. Donc de l'accès. Excuse-moi Baptiste, pour que tout le monde comprenne bien, pourquoi ce serait pas avantageux pour eux de s'ouvrir à une clientèle privée? Enfin, si tu peux expliquer un petit peu tenants et aboutissants par rapport à ça. Oui, bien sûr. Si on prend l'exemple de Lexington Partners, vous voyez, qui est un gérant américain qui gère 80 milliards de dollars aux États-Unis, ils ont notamment une stratégie de co-investissement. Une stratégie de co-investissement, donc un fonds de co-investissement qui existe depuis 1998. Sur ce fonds-là, ils ont millésime après millésime des tailles cibles d'environ 4 milliards de dollars. D'accord? Et bien en fait, sur ces 4 milliards de dollars, ils ont 30 investisseurs. Et le ticket minimum d'investissement, c'est 100 millions de dollars. Donc, quand vous êtes Lexington Partners sur cette stratégie de co-investissement, en fait, vous n'avez aucun intérêt à vous ouvrir à une clientèle beaucoup plus retail, on va dire, beaucoup plus petite, parce que vous allez devoir gérer plein de tickets à 1, 3, 4, 5 millions, si ce n'est moins, alors que aujourd'hui, vous pouvez rester avec vos investisseurs historiques qui mettent plus de 100 millions de dollars chacun. Et ça repose beaucoup sur la gestion, du coup. Exactement. Et nous, c'est grâce justement à cette marque Tikeo qu'on peut justement avoir accès à ces fonds de premier plan, ces fonds qui sont parmi les plus performants de la planète. Et le troisième élément, et ensuite je passerai à la stratégie de secondaire, le dernier élément, c'est l'alignement d'intérêts, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance une stratégie, Tikeo investit ses fonds propres dans chacune des stratégies Opale, dans chacun des fonds Opale, et veut rester top 5 investisseurs de chacune des stratégies. Donc en fait, vous avez un alignement d'intérêts qui est total entre vous et Tikeo. Et ça, c'est vraiment très important. Si on doit maintenant se concentrer sur notre fonds de secondaire, le secondaire en private equity, c'est un peu comme le marché de l'occasion. Je vous le disais tout à l'heure, et Vincent l'a dit aussi, on est sur une classe d'actifs qui est illiquide, donc sur laquelle vos capitaux vont être bloqués la plupart du temps pendant 10 ans. Et donc du coup, vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas revendre votre investissement, vous ne pouvez pas retirer votre cash quand vous le voulez, comme c'est le cas par exemple sur les marchés cotés. Donc, on a aujourd'hui cette stratégie de secondaire qui existe depuis une trentaine d'années, qui permet d'apporter de la liquidité dans finalement un marché où il n'y en a pas. Et en quoi ça consiste? Très concrètement, vous êtes un investisseur institutionnel. Donc, si je dois, on va dire, illustrer une stratégie de secondaire, vous êtes un investisseur institutionnel, donc le fonds de pension du Missouri, par exemple, qui est investisseur dans HV, qui est un gros fonds tech européen. En tant que fonds de pension du Missouri, vous avez besoin de cash rapidement. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez revendre la participation que vous détenez dans HG à un des 3 fonds qu'on a sélectionnés, par exemple Goldman Sachs, qui va vous racheter vos parts avec une décote. C'est ça le principe du secondaire. Donc c'est véritablement le marché de l'occasion du private equity. L'avantage, il y en a plusieurs. Il y a 3 avantages structurels que vous avez en secondaire que vous n'avez pas sur le primaire. Le premier, c'est la diversification.
Parce que si je suis Goldman Sachs et que je rachète des parts dans 10 fonds de primaire qui détiennent chacun 20 entreprises en sous-jacent, vous êtes d'accord avec moi que vous allez être exposé à 200 entreprises en sous-jacent. Là, si vous investissez dans le fonds Opal Capital, vous êtes exposé au total à 8000 sociétés en sous-jacent, au travers de ces 3 gérants, Lexington Partners, Goldman Sachs et Morgan Stanley. 8000 sociétés, ça veut dire une très très forte diversification, que ce soit au niveau géographique, que ce soit au niveau des tailles de société, Vincent en parlait tout à l'heure, que ce soit au niveau des secteurs d'activité, des gérants, des millésimes, etc., etc. Le deuxième avantage, ça va être la visibilité. Quand vous investissez dans un fonds de primaire, vous ne connaissez pas les sociétés dont il va faire l'acquisition à l'avance. Là, comme vous rachetez des parts de fonds qui sont déjà existants, eh ben, ces fonds-là, ils ont déjà fait l'acquisition de sociétés. Et donc, du coup, vous avez cette visibilité sur les sociétés en sous-jacent. Vous arrivez à voir si finalement elles délivrent, oui ou non. Et enfin, le dernier avantage, c'est un potentiel de distribution qui va être plus rapide que sur du primaire, exactement pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Pourquoi? Parce que si vous rachetez des parts d'un fonds qui existe depuis déjà 4 ans ou 5 ans, eh ben, ce fonds, il va distribuer tout prochainement. Et donc, du coup, vous allez bénéficier de ce potentiel de distribution qui va être plus rapide. On estime d'ailleurs, nous, sur le fonds, que donc, on a une période d'appel de fonds, je rentrerai dans le détail de la courbe de flux juste après, mais on a une période d'appel de fonds d'environ 3 ans, et on estime que ensuite, vous retrouvez votre capital appelé, donc ce qu'on va vous appeler sur ces 3 ans, en année 6. C'est là où vous gagnez 2-3 ans par rapport à du private equity primaire classique. Ces 3 avantages-là, vous êtes d'accord avec moi que vous ne les avez pas sur du primaire, et donc c'est ce qui font qu'on est sur un profil de risque inférieur. Qui dit risque inférieur, normalement dit rendement inférieur. C'est bien connu. Et bien là, aujourd'hui, l'opportunité de marché sur le secondaire fait que vous pouvez aller chercher des performances qui sont supérieures à ce que vous retrouvez actuellement sur du primaire. Nous, ce que l'on vise sur ce fonds-là, c'est un TRI net cible de 14 à 16%. Quand je dis net, c'est vraiment avant impôt pour vous, et un multiple de 2 fois. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut avoir ces performances assez élevées alors qu'on a en plus ces 3 avantages-là? Tout simplement parce que les investisseurs institutionnels dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont besoin de cash. Depuis la remontée des taux, depuis 2022, ils ont besoin de cash, et donc du coup, ils vont revendre leurs investissements en primaire. Historiquement, la décote moyenne sur le marché du secondaire, elle est entre 5 et 10% sur les 24 derniers mois. Donc depuis la remontée des taux, elle était plutôt de l'ordre de 20%. C'est ce qui permet d'aller chercher des performances supérieures aux primaires. Sur cette stratégie-là, nous, on a sélectionné, comme je vous le disais, 3 gérants. Lexington Partners. Alors, Lexington, ils existent depuis 35 ans. Vous le voyez, il faut savoir que ce sont eux, en fait, qui ont inventé la stratégie de secondaire. Ensuite, on a sélectionné le fonds Goldman Sachs, et ensuite, on a sélectionné le fonds de Morgan Stanley sur, respectivement, leur stratégie de secondaire. Pour vous démontrer de l'exclusivité, justement, des fonds qu'on vous propose, normalement, pour avoir accès au fonds de Goldman Sachs, il faut être client de la banque privée. Pour avoir accès à ce fonds-là de Goldman Sachs, il faut être client de la banque privée Goldman. Donc c'est un patrimoine confié à Goldman Sachs de minimum 50 millions d'euros. Et encore, il y a une liste d'attente. C'est comme pour les Ferrari et les sacs Hermès. Lexington Partners, le minimum d'investissement sur ces fonds, il est de 15 millions. Et Morgan Stanley, il est également de 15 millions. Donc, ce sont des minimums d'investissement qui sont très élevés. Vous, à partir de 100 000 euros, vous pouvez avoir une exposition à ces 3 fonds. Pourquoi est-ce qu'on les a sélectionnés? Et je terminerai là-dessus. Alors, il y a 200 critères de sélection. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des 200 critères de sélection parce que sinon, on y est jusqu'à mardi prochain. Je vais vous en donner 2 principaux. Le premier, c'est l'historique de performance. Donc, vous le voyez, on est sur des track records, sur des historiques qui sont très longs, sur plusieurs décennies. Ce sont des fonds qui n'ont jamais perdu d'argent, bien évidemment. Mais au-delà de ça, sur les millésimes les plus compliqués, les performances les plus compliquées ont lieu pendant la crise de 2008. Et ce sont des fonds qui ont servi entre plus 6 et plus 9% de performance nette annualisée durant cette période. Là où vous aviez des marchés financiers traditionnels à moins 35, moins 40%. Donc ce sont des fonds finalement qui ont une historique de performance qui a été éprouvée sur plusieurs cycles économiques et qui ont traversé notamment la plus grosse secousse, on va dire, auquel on a pu assister au cours des 30 dernières années. Si je devais vous donner un deuxième critère de sélection, c'est la capacité de valoriser ligne à ligne l'ensemble des sociétés en sous-jacent. C'est-à-dire que les 8000 sociétés
au travers desquels vous allez être exposé, auxquels pardon, vous allez être exposé au travers de ce fonds Opal, et ben en fait, ces 3 gérants, ils les ont analysés une par une. Et pourquoi? Parce que c'est Lexington, parce que c'est Goldman Sachs, parce que c'est Morgan Stanley, que ce sont des banques américaines, des plateformes d'investissement qui, un peu comme Tikeo, hein, ont plein de stratégies et donc voient passer depuis des décennies tout un tas de sociétés et ont des modèles de valorisation sur chacune d'entre elles. Tu peux Et bien on pourrait... réexpliquer, excuse-moi Baptiste, excuse-moi de te couper, après tu pourras finir là-dessus, mais Ouais, je t'en prie. sur les reventes entre guillemets donc de private equity par les institutionnels, est-ce que tu peux expliquer pourquoi elles sont obligées ou elles sont contraintes de le faire? Tu parlais de la remontée des taux, mais Ouais, pour essayer d'expliquer ça de manière assez basique pour que tout le monde puisse avoir ouais. l'information. Bien sûr, non, c'est une bonne question. Alors, j'ai pas envie de rentrer trop dans la technique, mais un institutionnel, en fait, il faut savoir qu'il a des ratios réglementaires à respecter entre ses actifs liquides et ses actifs illiquides. Donc, je reprends le fonds de pension du Missouri. En fait, il doit avoir 70% d'actifs liquides, actions, obligations principalement, et 30% d'actifs illiquides, maximum. Et il peut pas dépasser ces ratios, sinon il a des grosses amendes réglementaires de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les institutionnels, les fonds de pension gèrent les retraites de la population. Donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi dans leurs allocations. En 2022, il y a la remontée des taux. C'est la première fois depuis 2 décennies qu'on a remarqué, si vous voulez, une corrélation entre les actions et les obligations qui ont baissé fortement en performance. Donc en fait, mécaniquement, la place des actifs liquides s'est réduite, tandis que celle des actifs illiquides a fortement augmenté. Et donc là, comme je vous le disais, réglementairement parlant, ils ont 12 mois pour se remettre d'équerre. Et donc c'est là où, en fait, l'institutionnel va revendre ces actifs illiquides avec des décotes qui sont plus importantes qu'à l'accoutumée, justement parce qu'il a besoin de cash rapidement. Et c'est ce qui explique pourquoi sur les 24 derniers mois, on avait des décotes qui se situaient plutôt aux alentours de 20%, alors qu'historiquement, on était entre 5 et 10%. Top, merci Baptiste. D'ailleurs, j'ai une autre question qui a été posée là en direct. Le rapport cash on cash dont tu parlais tout à l'heure est fondé sur la durée de maturité de 10 ans. C'est une question. Est-ce que c'est fondé sur la durée de maturité de 10 ans? Ouais, en fait, il faut regarder les deux ratios. Je vais vous montrer la courbe de flux, ça sera plus simple, mais il faut regarder les deux ratios en parallèle. Un cash on cash de 2 fois, ça veut dire que l'objectif, c'est de faire 2 fois la mise, mais non pas ce que vous avez engagé, 2 fois ce qu'on vous appelle. Encore une fois, comme le disait Vincent tout à l'heure, on peut avoir sur ce type de stratégie ce qu'on appelle le phénomène du recyclage des distributions, qui font que mécaniquement, on va appeler drastiquement moins que ce que vous engagez. Très concrètement, comment ça se passe? Alors, bien évidemment, ça reste indicatif, hein. Tout ceci n'est pas contractuel. C'est pour vous donner un peu de saveur sur la manière dont ça pourrait se passer. L'avantage, c'est qu'on se base sur des fonds qui ont un historique de performance qui est très très long. Donc, c'est plus facile d'avoir un historique long pour préparer le prospectif et pour mettre en place ces scénarios de flux. Comment ça pourrait se passer concrètement? Eh bien, vous avez, vous le voyez, des appels de fonds pendant 3 ans, peut-être 4, mais on a aussi une distribution en année 4 qui pourrait venir netter, donc annuler cet appel de fonds. Et vous voyez qu'on ne descend pas à 100%. On devrait appeler en fait 60% de l'engagement sur ce fonds-là. Et ensuite, à partir de 2028, donc de l'année 4, vous commencez à toucher de la distribution pour revenir à zéro en 2031. Donc vous retrouvez votre capital appelé, les 60% au bout de 6 ans. Et ensuite, c'est que de la plus-value avec cet objectif de faire un multiple net de 2 fois. Voilà, donc c'est bien 2 fois sur 10 ans et c'est à mettre aussi en perspective avec le TRI qui est situé entre 14 et 16%. Et ça, c'est le TRI, ça va être la performance du cumul de ce qui va être décaissé par rapport à ce qu'on va vous rendre, un peu comme en immobilier classique. Et je voulais aussi rajouter que, en tant que particulier, vous commencez à être fiscalisé que quand vous avez récupéré plus que le montant engagé. C'est-à-dire que lorsque on vous rétrocède les premières distributions, vous n'êtes pas encore fiscalisé, vous êtes fiscalisé que quand vous dépassez le seuil déjà engagé. C'est à partir de ce moment-là que vous allez avoir la flat tax des 30%. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Vincent, je me permets, mais en fait, dans les distributions, même dans les premières distributions, il peut y avoir une partie de plus-value.
également. En fait, ça c'est nous qui allons le structurer. Dans chacune distribution, vous avez une partie de plus-value et une partie de capital. Donc vous pouvez être imposé, mais de toute façon c'est à la source sur cette partie de plus-value. Pourquoi? Parce que un fonds de private equity, il ne peut exister d'un point de vue réglementaire que si vous avez une partie de capital jusqu'à la dernière distribution. Mais on peut aussi avoir le cas de figure où en fait eh bien, dès la première distribution, vous avez un petit peu de plus-value et donc du coup, vous êtes imposé sur cette partie de plus-value. Ok, très clair, merci, merci Baptiste. J'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à les poser. Le fonds dont je parle ici, le fonds de secondaire, il est disponible jusqu'à la fin du premier trimestre 2026. Et la manière dont ça se passe, c'est que vous avez un closing tous les 2 mois jusqu'à la fin de la période de commercialisation qui vous permet en fait de rentrer dans le fonds avec une prime d'égalisation qui augmente closing après closing. Ok, merci Baptiste. Alors, je vais pouvoir repasser à notre présentation, alors de manière très succincte, hein, rassurez-vous. Si tu peux juste couper ta Ouais. présentation, super. Merci Baptiste. Alors, tout simplement pour rajouter quelques éléments. Alors, on va pouvoir en fait tout l'été vous proposer des bilans patrimoniaux ou alors des rendez-vous qui vont être directement axés private equity. Si vous avez simplement des questions, on pourra échanger dans un premier temps, pardon, soit au téléphone, soit en visio. Mais l'idée, là, c'est que pendant tout l'été, le cabinet, il va pas fermer. Si vous voulez faire vraiment des bilans patrimoniaux, ce sera le moment. On aura vraiment du temps de dégager pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous retrouverez donc nos différents webinaires. Vous pouvez nous contacter via LinkedIn, pardon, mais vous retrouvez tous nos webinaires donc sur YouTube. Pour nous coordonner, là c'est le service client, mais ce sera directement bifurqué vers nous si jamais il y a la moindre interrogation pardon, sur un sujet financier. Donc là, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on vous a présenté un fonds de private equity. Alors, ce n'est pas du tout le seul fonds avec lequel on travaille, c'est simplement qu'on souhaitait le mettre en avant. Et vous l'aurez compris, c'est de par certaines raisons financières, du fait que déjà on a une diversification qui est très avancée avec ce type de fonds, les fonds secondaires. Baptiste vous l'a expliqué, on a plus de 8000 positions. Donc c'est un fonds qui est vraiment très diversifié. Vincent vous expliquait également que le private equity, ce n'est plus uniquement accessible à partir de 100 000 euros, mais qu'on peut le mettre dans des contrats à 5 000 euros. Donc, si vous avez vraiment la moindre question sur soit des aspects techniques, soit des aspects financiers, vous revenez vers nous, on vous répondra avec plaisir. En tout cas, si vous avez des idées de webinaires pour les prochaines fois, parce que nous, l'idée, c'est qu'on en fasse le plus régulièrement possible, n'hésitez pas à nous les soumettre. Ce sera un plaisir de vous les présenter. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Merci à Baptiste et merci à Vincent pour le webinaire. Merci à Merci à vous, tous. merci à Bonne tous. Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir. À bientôt, au revoir.